Bonjour les amis, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme. Et là, pour ce nouvel épisode, c'est moi, Olivier Chambon, qui va prendre le contrôle momentanément de la chaîne pour interviewer Balthazar. Alors rassurez-vous, c'est pas moi qui vais contrôler définitivement la chaîne. Alors oui, Balthazar, parce que j'ai toujours été frappé par l'intelligence et l'élégance et l'équilibre de ses propos, comment il sait si bien mettre en valeur et en lumière la façon dont pensent les autres. Et là, je voulais le mettre un peu plus en lui au premier plan et qu'il nous dise un peu de ses expériences, d'où il parle, pourquoi il s'est intéressé à ce sujet, comment ça se fait qu'il est si bon. Si vous appréciez le travail que fait Balthazar et ses collaborateurs, n'oubliez pas que vous pouvez en soutenir la production. Et vous pouvez aller voir la page Tipeee qui est associée, les liens en description de cette vidéo, et ça pourra vraiment être utile. Merci à tous, et sans transition, la Gazette de l'Abîme, Olivier, Balthazar, tout de suite. Alors, je tiens, avant de présenter Balthazar Ménadon, je tiens à m'excuser de mon côté novice. J'ai jamais interviewé personne, donc j'ai pas trop d'habileté à le faire et peut-être ça sera un peu haché ce que je vais dire ou je regarderai ma feuille parce que j'aurais peur d'oublier des choses, mais peu importe parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Balthazar et l'important c'est ses questions, c'est ses réponses et pas forcément la façon dont je vais poser mes questions. Donc Balthazar, tu as 39 ans. Ouais, Et tu es de formation plutôt artistique, tu as fait des arts graphiques, tu as fait de la production exactement. musicale pour des jeux vidéo. Et puis ensuite, tu as fait un parcours, je sais pas combien de temps, tu peux le dire, mais d'agent immobilier, c'est ça? Ouais. En fait, j'ai suivi une tendance de ma famille qui était de travailler dans l'immobilier, bien que je viens d'une famille de médecins et de psychiatres, Ouais. etc. En fait, il y avait toujours cet à côté très entrepreneurial qui consistait à acheter des trucs pourris, les réhabiliter, habiter dedans, les revendre, etc. Et en fait, moi, j'ai un peu pris ce chemin-là en parallèle de l'activité que j'avais de musicien, de producteur Ouais. de musique et de directeur artistique quoi. Et puis en fait à la fin du dernier projet familial, je me suis engagé pendant 5 ans dans une agence immobilière. Voilà. Voilà. Et est-ce que après tu as enchaîné sur une séance d'ayahuasca qui a bouleversé peut-être ta conception du monde? Est-ce que c'était, enfin, si je me trompe, tu me le dis. Est-ce que c'était une sorte de crise existentielle que tu vivais dans le milieu immobilier en disant mais quel est le but de la vie? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est de comment ça s'est passé? Pourquoi t'es venu à cette prise d'ayahuasca? En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis tout petit, je vais faire une réponse un peu sur l'ensemble de ma vie, mais je vais essayer d'être très synthétique. En fait, j'ai un peu cette tendance à avoir toujours m'être toujours senti limité par la conception du monde telle qu'elle nous est présentée dans la civilisation occidentale, quoi, pour synthétiser. Donc en gros, en fait, tout est matière, tout est extrêmement, enfin voilà, tout un tas de perspectives qui me semblaient indépassables. Et pourtant, je n'aspirais que depuis tout petit à toujours vouloir dépasser les choses, quoi. Moi, je rêvais du monstre sous le lit, en fait. Il y avait plein d'enfants qui rêvaient qu'il ne soit pas là. Moi, je me disais, mais s'il est là, ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire que, enfin, qu'il y a quelque chose à explorer. Enfin, il y a quelque chose au-delà du mode de vie qui nous est servi et auquel il faut adhérer, en fait. Et donc, c'est probablement ça qui m'a emmené vers une carrière artistique. Néanmoins, la carrière artistique, elle s'est trouvée, elle aussi, à un moment donné, inféodée à des questions de business, en fait, tout Ouais, ouais. simplement, quoi, à la question financière. Et en fait, ça a rendu j'étais un peu exsangue au bout d'un moment. En fait, j'avais plus de Mhm. créativité parce que je sentais que tout ce qui était entrepris créativement finissait toujours par être tordu, par être corrompu entre guillemets, c'est-à-dire on le retirait du projet artistique, de l'ambition, sa substance, pour en faire un produit viable économiquement, quoi. Et en Mhm. fait, c'est un peu attristé que je me dis bon écoute, si c'est ça la vie, tu sais quoi, je vais faire de l'immobilier. Et je suis rentré dans une agence immobilière et à ce moment-là, j'avais une vie très 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 normale en fait, c'est-à-dire vraiment CDI. Tu travailles je travaille ouais de 9 heures à 21 heures. Ouais, ça, je travaillais beaucoup à l'époque quand même, vraiment c'était 6 heures par jour et 6 jours par semaine, pardon. Et puis en fait, je me disais mais ok, ça va, la vie elle fonctionne, elle marche, etc. Mais je veux dire, j'ai l'impression que j'avais tué un espèce d'élan primordial en moi, tu vois. Quelque chose Mhm. qui était là de façon primitive en fait et qui avait vraiment été enterré dans les tréfonds de mon âme quoi par toutes les injonctions sociales qui étaient d'avoir
un boulot stable, normal, etc. Et en fait, moi j'ai un peu cette tendance dès que ça devient trop normal à devoir faire quelque chose qui me sorte vraiment du normal, quoi. Et donc du coup j'ai profité du salariat et des RTT pour aller un peu à l'aventure quand j'avais l'occasion de le faire. Et c'est là où j'ai eu en 2016 mes premières cérémonies d'ayahuasca. Et D'accord. ces premières cérémonies d'ayahuasca, en gros, elles ont révélé tous ces instincts primordiaux, tu vois, tous ces courants, enfin tout ce qui te maintient, enfin tout ce qui me insufflait de la vie en moi, qui en donnait envie d'exister, de faire des choses, etc. Bah tout ça s'était révélé à ce moment-là. D'accord. Et après, c'était difficile de faire machine arrière. D'accord. Alors, comme je suis pas un bon intervieweur, c'est très intéressant ce que tu dis, mais je veux revenir un peu en arrière parce que je voulais dire quelque chose que j'ai pas dit, c'est si je t'interviewe aujourd'hui, c'est vraiment un cri du cœur, c'est-à-dire parce que toi tu passes du temps à interviewer les autres et personne ne t'interviewe et je trouvais ça pas juste parce que tu apportes beaucoup de choses. Tu as une position singulière dans le paysage psychique français. Je veux dire, tu as fondé la Gazette de l'Abîme, qui aborde des sujets très variés et je trouve avec subtilité et intelligence. Et tu as cette approche artistique hein, aussi, par les dessins, par le bande dessinée que tu as fait avec les limaces cosmiques, par exemple. Et, euh, et ton approche, je trouve, quand tu interviens, elle est souple, elle est douce, elle est équilibrée, elle est fédérative, c'est-à-dire que tu peux aussi bien parler à quelqu'un qui a une approche biologique qu'une approche spirituelle, et ça ne se sent pas que tu serais antagoniste de d'une plutôt que de l'autre. Et tu as, je trouve, une belle culture des psychédéliques. Et c'est pour ça, c'est marrant parce que tu vois, par exemple, il y a un autre aussi jeune espoir, entre guillemets, français, qui est Stéphane Schillinger, et qui a un parcours un peu comme le tien, c'est-à-dire à plusieurs étapes. Tout le monde n'a pas commencé tout petit à tomber dans la marmite et prendre des psychédéliques et se consacrer à ça, quoi. Et lui, il est parti d'une carrière un peu sportive avec le billard, ensuite la banque, par rapport à toi l'immobilier, puis ensuite c'est pareil, en prenant l'ayahuasca en Amazonie, que ça a révélé pour lui. Donc vous êtes une génération quoi de jeunes gens très talentueux. Et toi, avec ta Gazette de la Bible, vraiment tu apportes des documents de qualité dans les différents domaines de ce sujet. Et ça, vraiment, c'est très appréciable. J'invite plutôt les gens qui nous écoutent là à vraiment en voir tous tes documents. Enfin, ils le font sûrement d'ailleurs. Et alors, donc voilà, tu m'as dit ce qui t'a amené au psychédélique, et donc tu as commencé à faire des expériences au Pérou. Est-ce qu'il y a une expérience prototypique, une expérience clé qui a changé les choses pour toi, ou c'était plutôt une évolution continue à force de séances diverses et variées? Bah déjà, merci beaucoup de l'intérêt que tu portes à mon travail. Ça me touche Ben écoute, avec énormément plaisir, et voilà. tu me Non mais nourris avec je ton le dis travail. parce que c'est vraiment fait avec le cœur et c'est vraiment, enfin je veux dire, voir que ça permet de faire exister les choses sous un certain angle, C'est ça me ça. fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une expérience particulière? Il y en a plusieurs. Enfin, je veux dire, Ouais. à partir du moment où déjà une plante commence à te parler, je trouve que on a fait du chemin par rapport à l'idée ordinaire qu'on se fait de ce que peut constituer la réalité. Mais il y a eu ces retraites, en fait, qui se sont faites, alors non pas au Pérou, mais dans des pays européens qui autorisent ces expériences-là, et qui étaient organisées par des gens qui venaient de Colombie et du Pérou, en fait. Mhm. Donc justement, avec un enseignement, enfin, avec une pratique ancestrale, enfin, traditionnelle. Mhm. Et, et je dois dire que c'est probablement au cœur, enfin au contact de ces personnes-là, par leur capacité à accompagner tout un groupe à s'explorer dans la profondeur, Mhm. à faire sortir tout ce qui entravait ces élans primordiaux dont je parlais justement, Ouais, ouais. pour ensuite permettre à ce même groupe de fondre en une seule unité et ensuite de faire exploser cette unité au travers de l'univers, je dois Ouais. dire que ce jour-là, j'ai passé un bon week-end. Ce jour-là, j'avais passé Ouais, ouais. un... Enfin voilà, je suis revenu avec quelque chose en plus. C'est intéressant parce que c'est pas la substance, c'est la substance, mais c'est pas, tu parles pas que de la substance, tu parles du setting. C'est-à-dire, tu parles aussi de l'accompagnement et de l'intelligence et de la profondeur des gens qui ont donné qui ont donné ou partagé cette substance dans le groupe. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais.
Bah surtout qu'en en toute sincérité, moi je suis de cette génération qui a appris l'existence de l'ayahuasca par Vice, quoi, en disant, enfin tu sais, par des magazines un peu Oui, qui se voulaient un alternatif. peu à la marge, Oui. etc. Et tu sais, j'ai lu en disant la drogue la plus extrême du monde, etc. Waouh, intéressant. Enfin, c'était un peu par espèce de par une envie de franchir une barrière en fait que je me suis intéressé à ces choses-là. Et en fait, en franchissant cette barrière, là où je pensais arriver dans quelque chose de probablement très chaotique et je sais pas, comment dire, moralement pas forcément très, enfin un peu dans la zone grise, etc. Limite, ouais. Ça a été le contraire en fait. Je suis arrivé au contact d'une forme de sagesse, quoi, Ouais, ouais. une forme de connaissance à laquelle j'avais jamais eu accès et dont j'avais quasiment jamais entendu parler. Ou alors j'en avais entendu parler, mais j'étais incapable de faire rentrer le concept dans ma tête en fait. Donc c'était juste des Mhm. mots que je lisais. Et le jour où tu l'expérimentes dans ta chair, je pense que tu le sais, hein, ça redéfinit complètement ta Mhm. perception du monde. Et moi, c'est à partir de là que je me suis dit que j'allais faire la Gazette de l'Abîme en fait, parce que quand je suis revenu en France et que je me suis rendu compte, à l'époque, je savais pas grand-chose. Tout ce que je constatais, c'était que quand je tapais sur Internet le mot ayahuasca ou quoi que ce soit à la recherche de ce genre d'informations, je tombais soit sur des contenus type justement Vice, un peu genre hyper provoque, hyper rentre dedans, enfin Mhm. drogue, etc. Défonce, tu vois. On parle Mhm. même pas de médecine, on parle de prod, tu vois. On Ouais, parle de se mettre la tête à l'envers, tu vois, de tout ce truc-là. ouais. Ou alors, ou alors c'était les scientifiques, enfin c'est scientifique en gros, extrêmement, enfin voilà des gens qui allaient expliquer vraiment les interactions Ouais. neuronales, etc. Ou alors justement le pendant d'échéance. Alors toi, Bref, t'as trouvé je la veux dire, il y troisième a voie. rien. Mais Toi, oui, il y t'as, avait rien entre les deux. toi, Enfin, tu l'as trouvé. en tout cas, c'est après je me suis rendu compte que si. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait toi, qu'il y avait plein de groupes en fait qui s'étaient collectés déjà un petit peu autour de ces expériences-là. Mais moi, de mon point de vue, il y avait rien pour parler d'une façon qui soit audible par un gamin de 20 ans, par une grand-mère de 75, par tout le monde en fait. Et c'est un peu ça qui a amorcé le début des choses, quoi. Alors toi, tu as cheminé avec les psychédéliques, hein. C'est pas tout neuf quand même. Ça fait combien d'années on pourrait dire que tu as commencé? Ouais, mes premières expériences un peu idiotes, c'était à la vingtaine. Mais c'était à une époque où, bah, pareil, je connaissais rien, quoi. Donc une quinzaine d'années, quoi. Il y a une quinzaine d'années, quoi, en fait, tes premières expériences. Ouais, voilà. Mais la vraie rencontre, la Ouais, vraie rencontre en tant que principe d'ouverture de la conscience, ouais. elle a eu lieu en 2016. 2016, ça correspond à la première prise d'ayahuasca, ça correspond à quoi? Première prise Ouais. d'ayahuasca, quelques mois avant la naissance de ma première fille. Et je me suis dit D'accord. que tant qu'à faire, ça pourrait être utile pour. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ma fille, la dernière, j'ai des enfants qui sont grands, qui ont la trentaine, et j'en ai une fille qui a 14 ans. Elle est venue, alors que je ne voulais plus avoir d'enfants, parce que j'en avais déjà trois, suite à une séance d'ayahuasca où j'ai vu une petite fille qui chamanisait avec moi, qui s'appelait Milena, et au retour, 9 mois après, elle naissait. Et elle aussi, c'est une enfant de l'ayahuasca, on va dire, c'est-à-dire que c'est des naissances importantes, hein, personnelles et à travers elle. Et Mais je t'avais écouté parler de cette histoire. Je ouais. t'avais écouté parler de cette histoire et tu disais que ne pas faire cette enfant, ça aurait été te mutiler, quoi. Enfin, Oh, c'était. oui, 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 parce que ça a un sens énorme, cet enfant. Enfin, les autres aussi, bien sûr, mais Oui. elle joue un grand rôle dans ma vie. Et alors, donc ça, c'est acheminé. Donc, actuellement, pour toi personnellement, et après on parlera pour la société éventuellement, mais pour toi personnellement, quel est le plus grand intérêt de continuer à apprendre ou dans des contextes où c'est autorisé, bien sûr, hein, qu'est-ce que tu en tires encore? Quel est ton chemin? Est-ce que tu as un chemin balisé? Est-ce que tu dis maintenant je vais atteindre ça, ça et ça? Ou est-ce que c'est la découverte encore à chaque fois et toujours à recommencer? Pour moi, c'est sortir de ma boîte et aller regarder à l'extérieur pour revenir et réintégrer la boîte avec plus de sagesse en fait. C'est avec un meilleur comportement. Souvent, moi j'ai tendance à être un peu sujet au stress, à des pressions en fait un peu extérieures qui peuvent un peu refermer comme ça
mon champ de conscience. Je suis un jeune parent, donc j'ai pas beaucoup le temps de méditer, tu vois. Ouais. Mais du coup, une fois de temps en temps, je vais m'autoriser justement à aller sortir de cette boîte et avec une intention précise, hein, souvent. C'est pas, allez hop, c'est les vacances. C'est une Mmh. espèce de, je l'envisage comme un travail en fait. Je vais aller réexplorer euh, au-delà de mes limites ordinaires et revenir en fait par la suite à mon individualité, essayer de d'être mieux en fait, d'être une meilleure personne en fait, en tout cas dans ce point dans l'espace-temps en fait, comment je peux essayer de Mmh. devenir quelqu'un je sais pas, essayer de contribuer d'une façon qui aille dans le sens de la vie quoi. Est-ce que c'est un peu, entre guillemets, une mission que tu te donnes, entre guillemets, est-ce que tu sens que tu as ce côté un peu de vouloir partager ça aux autres, de vouloir faire avancer la société? Est-ce que c'est quelque chose aussi, ce que tu viens de dire pour toi, ce que ça te permet de vivre, de faire évoluer, de rendre plus sage, etc. Est-ce que tu penses que pour la société aussi, si plus de gens en prenaient, dans de bonnes conditions évidemment, hein, avec un bon cadre, un bon accompagnement, etc. Bon bref, est-ce que tu penses que ça serait aussi une évolution? C'est ça que tu souhaites aussi transmettre à travers la Gazette de la Bible, à travers... Alors moi, j'essaye de ne pas, je travaille contre moi-même à ne pas faire de prosélytisme Voilà, on est d'accord, c'est différent. Ouais. parce que de temps en temps j'ai envie d'aller voir ma famille. Je fais mais qu'est-ce qu'on attend là? Allez, on y va. Ouais, ouais. Enfin voilà, j'ai un peu cet instinct-là. Je Puis suis je me passé par là réfrène aussi. parce Ouais. que je me dis oui voilà parce que je me dis attends. Peut-être qu'ils sont pas dans un état d'esprit, ils ont pas la même lecture que moi, ils ont des dispositions psychologiques. Moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui doit venir du cœur, quoi. Mhm. Si quelqu'un me dit je vais faire des psychédéliques, j'en ai pas envie, mais j'ai un copain qui m'a dit que c'était génial et j'y vais, non, ne Mhm. fais pas ça, ne va pas contre toi-même. Moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller à une personne. On a toujours un petit peu peur, hein, mais est-ce que cette peur, c'est une peur un peu excitante ou est-ce que c'est une peur tétanisante? Pour moi, ça va un peu orienter, puisque j'ai souvent des personnes qui me demandent. Moi, je leur dis, voilà, si vous avez une peur, mais qui vous donne quand même envie de transcender quelque chose, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter une perception différente. Mais si c'est tétanisant, vous avez des chances de vous traumatiser, quoi. Voilà. Maintenant, je pense que et là, quitte à faire un peu de prosélytisme, je pense que c'est criminel en fait d'empêcher les gens d'accéder à ça, D'accord. ces expériences-là quand elles en ressentent l'appel. Voilà. Je Mhm. pense que c'est criminel d'essayer d'inviter les gens à faire cette expérience et à pousser un peu au cul pour qu'elles le fassent. Mais je trouve ça tout aussi criminel de me dire, ok, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de mal-être en tout genre, que ce soit la maladie, la Mhm. dépression, un champ de conscience complètement refermé. J'en connais plein dans mon entourage et je me dis, mais en fait, voilà, il y a des barrières idéologiques qui viennent se mettre entre l'enseignement que pourraient produire ces plantes et ces personnes. Ah Et ça, ouais. je trouve que ça doit changer. Voilà, je pense que ça doit changer. Et après, sur un angle un peu plus large, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais moi, j'ai toujours l'impression d'être né au début de la fin d'une civilisation, en fait. Ah oui. Et j'ai l'impression que les modèles avec lesquels on travaille aujourd'hui sont plus viables. Oui, Et oui, le logiciel est périmé, ouais. Mhm. voilà, et je pense que fait beaucoup de je pense, hein. C'est bizarre de se faire interviewer alors que d'habitude Eh oui. c'est moi qui, je pense beaucoup. Ouais. Non mais j'ai le sentiment que quand un logiciel ne fonctionne plus, bah parfois c'est bien de s'en extraire ou en tout cas d'envoyer, je sais pas, une sonde quoi. Peut-être que ce serait un Mhm. groupe de personnes, un think tank de psychonautes en fait qui pourrait sortir de la société de regarder un peu comment elle fonctionne et comment est-ce qu'elle s'inscrit dans un plus grand ensemble et repenser les choses. Et de ce point Oui, de vue-là, de psychonautes ou de gens qui sont dans la spiritualité au bon sens du terme, pas la religion, mais l'élargissement de la conscience par différentes méthodes non psychédéliques, parce qu'on arrive au même résultat, il y a un tronc final commun de l'éveil, que ce soit avec psychédélique ou sans psychédélique, donc c'est intéressant aussi. alors il paraît, moi j'ai jamais réussi. Hein. La respiration holotropique, ça n'a rien donné. Ah d'accord.
enfin voilà, les questions d'isolation sensorielle, bah je me suis endormi. Enfin Oui, le yoga à un j'ai certain niveau non plus. Peut-être tu as jamais fait du yoga. yoga à un certain niveau. Non, je suis pas allé assez loin dans cette. Mais je connais des gens effectivement qui ont cette capacité. Clément, avec qui je travaille, collaborateur de la Gazette de l'Abîme qu'on voit pas souvent, mais qui m'aide énormément dans tous les accomplissements de la chaîne. Lui justement, c'est un psychonaute, mais qui ne fait pas l'usage de psychédéliques en fait. Il pratique Vipassana deux fois par an, je crois. Et justement, il a cette capacité à s'extraire justement je sais pas, ouais, de la matrice, on va appeler ça comme ça. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Il y a différents chemins pour qui mènent à Rome, hein, et donc quand on a trouvé le sien, c'est bien de le cultiver, effectivement, ce que tu as l'air de faire d'ailleurs. Et je voulais te poser une question, c'est que justement, je disais que dans la Gazette de l'Abîme, tu arrives à interviewer de manière vraiment bienveillante. Euh, et intéressé, on voit que tu es intéressé, on voit que c'est pas juste pour faire plaisir à l'interlocuteur, des gens de milieux très différents. Et moi, je me demande comment tu fais pour intégrer, ou comment tu intègres, quelle est ta perception, toi, de cette triple approche qui peut être biologique ou psychologique, culturaliste, c'est-à-dire qu'il y a des conditionnements psychologiques ou sociaux ou culturels, et puis l'approche spirituelle, où il y a une conscience indépendante de tout ça, qui peut descendre dans la matière, qui peut être perçue, être connectée à gros débit dans l'expérience psychédélique. Toi-même personnellement, est-ce que tu as, entre guillemets, une préférence pour un modèle ou un autre, ou bien non, tu arrives à voir l'intérêt qu'il y a dans chacun, ou est-ce que tu as une affinité Ah particulière, bah, tu vois? on va pas se mentir, hein, moi je suis un rêveur, hein. Je suis quelqu'un Ouais, qui s'épanouit dans la perspective onirique en fait. Je suis le genre de personne qui a toujours besoin de créer, de dessiner, d'écrire, de faire de la musique. J'ai toujours besoin de laisser s'exprimer ça et j'ai toujours eu le sentiment que c'était des choses qui venaient hors de moi. Tu vois. Donc je dois dire que par d'accord. exemple les perspectives jungiennes m'ont semblé Oui, très parlante, quoi. On dit souvent que enfin, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de considérer que c'est Jung qui amène des idées qui convainquent les psychonautes en fait au moment de leur expérience. Mais moi, c'est le contraire en fait. Je viens d'une famille avec des psychiatres et ouais, des psychanalystes. En tout cas, j'étais beaucoup au contact de psychanalystes qui étaient assez freudiens et donc pas du tout réceptifs aux oui, histoires que je pouvais leur raconter a posteriori de mes premières expériences psychonautiques. Et c'est ces premières expériences qui m'ont amené à découvrir Jung. Donc l'idée de l'inconscient collectif, enfin voilà l'idée que c'est en quelque sorte l'esprit qui conditionne la matière. Et je pense que c'est un peu le post-matérialisme que tu portes aussi. oui, C'est oui, quelque chose qui m'interpelle. Mais après, je n'oublie jamais que je suis limité par mes affects, par la manière dont est construit mon cerveau, enfin voilà, mes limitations émotionnelles, physiques, intellectuelles. Et en fait, je pense que la réalité neutre, elle est inaccessible en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est intouchable. Je veux dire, une perspective scientifique matérialiste, ça marche selon le cadre référentiel du scientifique matérialiste, de la même manière que ma perspective qui est un peu arty, etc., bah, elle oui, marche oui, par rapport à moi et je peux m'entendre avec plein de personnes dans ce domaine-là. Mais voilà, la perspective c'est ça. spirituelle, enfin, en fait, oui, notre corps nous donne une clé de lecture on n'a jamais qu'un tout petit fragment de ce que peut ressembler la réalité dans son ensemble. Tout à fait. Personne n'a la vérité avec un grand V. Chacun a des petites vérités partielles qui peuvent s'agrandir si elles intègrent d'autres vérités ou si elles ne s'opposent pas mais s'apposent et essayent de faire germer quelque chose de créatif à partir du dynamisme de l'interaction. Ça, c'est vrai. Mais le but n'est pas de trouver la grande vérité, c'est déjà de se connecter avec des champs de conscience plus élargis, plus riches, et puis aussi nettoyer son inconscient personnel. Voilà, et après, Moi, c'est le seul contre-exemple, c'est quand il y a quelqu'un justement se pense détenteur de la vérité absolue, c'est le moment où je me barre. oui, ben voilà. Mais ça se sent parce que justement, dans la Gazette de l'Abîme, justement, tu arrives à avoir ce côté un peu relatif et en même temps à mettre en valeur quand même l'intérêt de chaque petit point de vue.
Et chaque petite voix est comme intéressant. C'est pas parce que le tien te semble plus intéressant qu'il faut se fermer, pas écouter et dénigrer et caricaturer. C'est drôlement intéressant. Et toi, tu fais bien cet équilibre. Et c'est pour ça que je voulais. Oui, j'entends quand même que toi, tu es comme un peu comme moi, même si tu acceptes les autres points de vue, tu as quand même ce côté, une affinité pour le post-matérialisme, pour le fait que la conscience soit hors du cerveau, soit dans des champs, et que tu peux uploader, tu peux télécharger comme en création artistique, musicale ou graphique ou intellectuelle, tu peux télécharger ces champs qui ne sont pas dépendants du cerveau. Non, mais ça, par exemple, c'est un événement très intéressant, tu vois, pour moi, qui justement a été très éloquent dans le sens où, par exemple, avant ces expériences-là, je me rendais compte à quel point ma création, elle était contrainte par toutes sortes d'affects en fait. Ça pouvait être des attentes extérieures parce que tu travailles dans une équipe qui veut que ta production prenne telle tendance, mais ça pouvait être aussi l'ego en fait qui dit ah ouais moi j'ai envie de ressembler à tel gars donc je vais aller faire une œuvre qui va aller dans ce sens-là, etc. Et donc en fait plus justement on essayait de contraindre cette démarche artistique, plus elle s'appauvrissait. Et une des beautés de l'expérience psychédélique, c'est que d'un coup, cette espèce de conduit qui existe entre, on va appeler ça l'esprit, et la main, quoi, l'organe créateur, en fait, il avait été nettoyé. Et je me souviens que ma compagne, dans une synchronicité assez incroyable, en fait, c'est le moment qu'elle a choisi, alors que j'avais plus dessiné depuis 10 ans, en fait. Elle m'a offert un carnet noir et des crayons et des stylos de toutes les couleurs. Et là, en fait, je sais pas comment dire, mais il y avait justement quelque chose de absolument instinctif qui était relancé. Et le film d'animation, c'était pareil, c'était complètement instinctif. C'était genre, je faisais rien, et puis après, j'ai fait allez, je fais un dessin animé. Il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de on a pensé ça, on a établi un budget, etc. C'était juste voilà 9 mois de possession qui ont abouti à quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que c'est beaucoup de gens qui ont une tendance un peu créative comme ça. Quand ils font ces expériences, justement, ils ont l'impression que la création ne leur appartient presque plus en fait. Enfin, c'est un truc qui passe et toi, t'es le traducteur. Tu vois, et donc effectivement dans cette mesure-là, un modèle jungien, un modèle post-matérialiste, en fait c'est vachement plus fécond pour quelqu'un comme moi que dire ah c'est juste tes neurones qui, enfin tu vois. Oui, mais c'est intéressant parce que justement, tu prends l'inverse, tu prends une petite jeune, je dis une petite jeune parce que souvent c'est des femmes neurocognitivistes qui a appris que juste le point de vue matérialiste, elle va trouver son épanouissement, sa créativité, sa fécondité en empruntant ce modèle. Et donc c'est pas faux si tu veux. C'est juste que c'est un peu partiel et réducteur, mais nous aussi on est un peu partiel et réducteur. Qui peut prétendre ne pas l'être? Qui peut prétendre ne plus rien filtrer et recevoir à gros débit toute la réalité des personnes? Donc c'est intéressant cette notion. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, et puis c'est vrai que oui, quand tu parles d'une, ouais, ce genre de, enfin, moi j'entends complètement ce genre de perspective là aussi, tu vois, parce que un esprit plus matérialiste, ça peut être le matériau de base qui va marcher avec elle, avec cette personne Ouais, ouais. imaginaire ou voilà, dont tu parles, tu vois, mais encore une fois, il y a tellement de réalités différentes et je pense qu'en tant que psychiatre, t'as probablement dû voir une vaste étendue de personnalités qui existent et Bien sûr, ouais. est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose que des petits schémas qui seront jamais que qu'une certaine idée qui ne donnera jamais une pleine image du réel? Je sais pas. Oui, oui. Et à la limite, peu importe, parce que les schémas, l'important, c'est qu'ils te donnent un élan, une joie de vivre, une envie de créer. S'ils conduisent ça, ils sont parfaits pour toi. Après, voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu as des projets particuliers? Parce que, par exemple, tu sais qu'on est en train de faire avec des francophones, belges, québécois, français, etc., suisses, une sorte d'introduction en profondeur aux psychothérapies assistées par les psychédéliques, et auxquelles tu vas participer d'ailleurs. Hein, c'est enta.ca pour ceux qui sont intéressés, les éventuels soignants qui voudraient faire cette introduction approfondie. Donc là, il y a ça où tu vas être intégré du coup, puisque si t'es toujours d'accord, évidemment. Mais est-ce que tu as d'autres projets à part continuer la Gazette de l'Abîme, ou artistique dont tu aimerais parler là maintenant? Hmm. Pour moi, aujourd'hui, je fais un peu ça fait 3 ans que j'ai lancé la Gazette de l'Abîme et c'est pas facile tous les jours
mais putain, c'est passionnant. C'est incroyable de tout ce sur quoi tous les schémas en fait, toutes les portes que ça peut ouvrir. Et à l'heure actuelle, bah il y a déjà, oui, effectivement, tu vois, le simple fait que tu parles d'Antea et de cette, c'est la première formation d'accompagnement psychédélique française qui existe à ce jour, et l'idée de pouvoir participer à ce genre de choses, je trouve ça on ne peut plus enthousiasmant, tu vois. Et tout ça, ça participe d'un plus grand ensemble. Et pour ma part, en gros, la Gazette de l'Abîme, ça se divise en trois parties. En gros, il y a la partie qui est celle de faire des vidéos, essayer de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire pouvoir échanger avec des personnes comme toi, avec tous les acteurs qui veulent s'investir en fait dans ce domaine, et puis essayer de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible pour le plus grand nombre. Voilà, ça c'est le premier point. C'est par celui-ci qu'existent tous les autres, donc évidemment je vais continuer à travailler dessus. Et puis en fait, ce premier point, il en amène un deuxième, qui est la création d'une communauté. Et ça, pareil, je m'y attendais pas du tout. À quel point en fait la Gazette de l'Abîme, mais comme tous les autres regroupements en fait, sont fédérateurs en fait. Ça c'est, je trouve que c'est à soigner quoi. C'est vraiment, il faut vraiment prendre soin de ça parce que c'est probablement par ces regroupements que les plus grands mouvements pourront se faire. Et puis voilà. Et puis la troisième partie, bah c'est l'art en fait. C'est-à-dire que moi j'avais envie de vulgariser, j'avais envie de parler et j'avais envie de rendre visible ces perspectives-là au plus grand nombre. Mais c'est vrai que nous enfin Clément et moi, on est vachement engagé dans une démarche artistique en fait. Le dessin animé, c'était un peu le point d'orgue, c'est le truc qui nous a demandé le plus de temps, et on aimerait bien continuer à faire des objets culturels en fait, tu vois, des objets culturels français qui parlent de ces expériences, mais qui parlent à nous, qui soient pas une traduction américaine de choses qui existent déjà, enfin vraiment de parler de ces expériences là et de créer des objets qui viennent de la culture française en fait. Et ça, on aimerait vraiment continuer. Le problème, c'est toujours question de budget, hein, parce que faire ce genre de choses, ça prend un temps fou, et du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir les donner gratuitement, comme on l'a fait avec le dessin animé. Donc, il faut qu'on réfléchisse au modèle économique qui peut marcher avec ça. Et le dernier truc, et c'est probablement celui qui a comment dire. En fait, quand j'ai fait ces premières expériences, la première chose qui m'est venue le lendemain, c'était je veux créer un espace où je veux créer un centre. Je veux faire un centre. Je veux faire un centre où les gens ils peuvent se retrouver, faire cette expérience, voilà, de la meilleure manière possible, avec le meilleur accompagnement possible, et pouvoir accéder comme ça à une expansion de la conscience. Puis après, je me suis souvenu que c'était illégal. Que je prendrais probablement des gros risques en faisant une telle chose, et donc c'est là où j'ai rétro-pédalé. Je me suis dit, je vais commencer par faire une chaîne YouTube, je vais commencer à essayer de développer ma connaissance de ces expériences-là, et on verra plus tard. Mais on va dire que la finalité, ce serait quand même ça. Ce serait quand même, c'est un peu le rêve en fait. Enfin, c'est voilà, je sais pas, ramener Éleusis en 2023. Permettre aux gens de se connecter au-delà des conventions sociales ordinaires. Je sais pas si c'est quelque chose qui est tellement fort que dans ces expériences de groupe qui ont été faites toujours dans des pays où la légalité le permet, la connexion qui peut résulter de ces expériences en fait, où les parties superficielles de l'ego disparaissent complètement pour permettre à l'esprit en quelque sorte de fluctuer parmi les participants. Je ne connais pas d'autres expériences qui peuvent autant retendre le tissu social. T'as certaines méthodes. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vécu bien sûr ce que tu dis, hein, et je dis exactement la même chose dans le privé. C'est exactement ça. Mais il y a des moyens, par exemple, quand tu fais de la biodanza ou des groupes de tantra, t'as comme des expériences très fortes qui vont au-delà de l'ego et qui sont au niveau de la structure énergétique de la personne, de son âme, et qui font qu'il y a un avant et un après la rencontre.
Mais c'est vrai que les psychédéliques particulièrement permettent ça, tout à fait. Bah, j'en doute pas, mais en fait, moi, tu vois, j'étais tellement réfractaire, en fait, avant ces expériences-là. Moi, tu me parlais de tantra, moi, j'imaginais tout de suite une espèce de truc Oui, c'est marrant ça. sectaire, une orgie, en fait, à la Ouais, ouais, Jonestown ouais. Massacre. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, j'avais tout de suite C'est Charles Manson en tête. Enfin, comme pour les psychédéliques, quoi. bref, Comme les gens, comme non, la mais dépression c'est, des gens pour les psychédéliques. oui, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà, mais j'étais hyper réfractaire à ça, puis aussi j'étais genre vachement snob, Mhm. bêtement, et donc tout ça était inaudible pour moi jusqu'à ce que il a vraiment fallu aller chimiquement défaire Quelques verrous, ouais. quelques postures en fait justement pour pouvoir comprendre d'où ça venait. Mais j'en suis convaincu, oui. Ok. Moi j'ai fini pour mes questions. Alors justement, est-ce que tu aimerais dire des choses que tu n'as pas encore dites et que je n'ai pas pensé à te demander? Bah déjà, je te remercie infiniment de, de m'interviewer en fait parce que c'est une proposition que tu m'as faite et ça fait longtemps que je me dis que beaucoup de gens Oui. qui doivent regarder ma chaîne, vu que je ne suis pas diplômé de quoi que ce soit d'autre que d'une école d'art appliqué, enfin doivent bien se demander d'où est-ce Mhm. que je parle en fait. Quelle est ma légitimité peut-être, si tant est que certains m'en accordent une. Tu vois, je suis pas en train de devenir l'affirmer, tu vois. Bah, dans ce domaine, la plus grande comment, légitimité, c'est l'expérience. Ouais, voilà, mais en gros, justement, ça me permet peut-être d'expliquer un Ouais. peu d'où je viens et pourquoi je fais ça et quelle est Mhm. l'ambition globale de cette chaîne. L'ambition globale de la Gazette de l'Abîme, et c'est la mienne, et je pense que c'est probablement celle de tous les regroupements qu'on parle bah, de la page que tu as faite avec Stéphane Lafuse, qu'on parle de la communauté psychédélique francophone de laquelle je suis administrateur, qu'on parle des différentes sociétés de psychédéliques de France, etc. C'est de faire rentrer dans, enfin, je sais pas, dans la cité, quoi, sur la Mhm. place publique, ces questions-là. Pour qu'au moins on puisse en parler, qu'on puisse dédiaboliser, qu'on puisse essayer de développer euh, un discours intelligent et qui pourrait Mhm. permettre de faire avancer les choses à ce niveau-là. Parce que j'ai pas connu, enfin, si j'ai eu plein de choses super dans ma vie, mais il y a vraiment eu un avant et un après l'expérience psychédélique à tel point que bah, j'ai genre strictement tout lâché dans ma vie pour me consacrer exclusivement à ça, avec tous les risques que ça comporte, mais, euh, mais je le fais parce que j'ai vraiment l'impression que quelque part, en fait, on travaille au bien commun. Et l'idée, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comment ça. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui en sont à la phase comment ça, parler du bien commun quand on Mhm. parle de substances psychoactives. Oui, surtout que la grande information à faire, c'est faire la différence entre les drogues et les psychédéliques. Tu vois, par exemple, avec l'histoire de Pierre Palmade, c'est bien que les gens disent bien que c'est de la cocaïne, mais j'ai peur qu'il y ait des gens qui vont dire, oh là, oui, toutes ces drogues, cocaïne, LSD, machin, alors c'est pas du tout la même chose, quoi. Regardez le mal que ça fait et tout. Donc la première information à faire, vraiment dans l'esprit des gens, c'est déjà la différence entre drogue et psychédélique. D'ailleurs, il faudrait presque faire une vidéo là-dessus. Tu sais, une vidéo pédagogique, simple, tu prends 10 minutes à un quart d'heure pour expliquer. Il y a des caractéristiques principales de différence, et il y en a qu'on peut facilement distinguer, mais dans le grand public, il n'y a pas. Et une petite vidéo courte disant attention, psychédélique et drogue, c'est deux catégories différentes. Parce que les médias ne font pas la différence. Et puis aussi comprendre que quand on fait ces expériences-là, passer peut-être les bêtises qu'on peut faire quand on a, je sais pas, entre 15 et 25 ans, à un moment donné, quand on les fait à l'approche de la quarantaine, on les fait dans une démarche qui est complètement différente et on, on ne le fait pas pour la défonce, on le fait pas pour se mettre la tête à l'envers, on fait ça moi j'ai l'impression de travailler, moi j'ai l'impression de C'est ça, travailler mais c'est quand vrai. je fais ça. J'ai l'impression Oui. j'ai l'impression de travailler sur moi, j'ai l'impression de nettoyer la cellule sociale que mon corps constitue, de façon à revenir dans le plus grand corps social, en fait, avec un état d'esprit un peu plus sain, un petit peu plus détaché des urgences et de tous les stimuli ordinaires, Ouais, en ouais, fait, enfin, tout de à tous fait. les jours pour, pour, pour faire que les choses soient, je sais pas, qu'on retourne un peu à l'humain, qu'on retourne à toutes les choses auxquelles ces expériences nous donnent accès.
Donc voilà, mais effectivement, continuer à parler de tout ça et puis pas faire n'importe quoi et garder un respect aussi vis-à-vis de ces plantes et de ces molécules et de ces champignons qui sont pas du tout des jouets ou des blagues en fait qui nous engagent sérieusement quoi. Donc voilà tout ce que je peux dire et puis voilà je Bon, crois. en tout cas, si c'est fini, merci hein, d'avoir donné tous ces éclaircissements sur d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quelle est ton intention derrière tout ça. C'est important pour les gens qui vont à la Gazette de la Bune de dire qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça. Bah j'aurais pas rêvé meilleure manière de faire que Ah ben en faisant merci. une interview avec toi. Pourtant, je me sens pas spécialement doué pour les interviews, mais merci, tant mieux. Je suis content que si ça t'a permis de. Bah mais t'en parles enfin, parce que non tu vas pas le prendre mal si je te dis que t'es un des Ouais, non, doyens non, en non, parce France. que Ah, au contraire. non mais ça fait longtemps tu vois. Enfin je veux dire Oui, t'étais oui, là bah avant oui, parce beaucoup que de le monde premier donc livre que j'ai écrit qui s'appelle La c'est médecine psychédélique, c'était en 2009. Donc c'est vrai que c'était avant qu'un certain nombre de sociétés puissent se faire. Oui, mais moi j'étais à l'époque, c'est dans l'esprit du jeune. Enfin, j'étais jeune. Ça fait que 14 ans et quelques, mais j'étais un peu pas prosélyte, mais tu vois, j'étais, oh, il faut que tout le monde connaisse ça, c'est pas possible, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que, bah, non, tout le monde n'avait pas forcément envie, et puis que je m'étais même fait téléphoner par l'ordre des médecins du Rhône en disant, mais il paraît que vous avez fait une secte, il va falloir vous expliquer, quoi, une secte? Je dis, attendez, je fais que raconter ce que disent les universitaires américains, canadiens, espagnols, machin, les études, c'est pas moi qui les ai faites, etc. Donc, non, si vous voulez, je peux aller, par contre, à Paris, vous expliquer au siège de l'ordre des médecins ce que c'est. Non, 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 ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc tu vois, c'est en disant, bah, ouais, non, mais j'assume, et puis même je peux vous en parler, qu'ils se sont calmés. Par contre, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu aucun, depuis le jour où j'ai fait le livre La médecine psychédélique en 2009, j'ai plus jamais eu aucune visite de laboratoire à mon cabinet privé. Ce qui n'arrive jamais. Les laboratoires, toutes les semaines j'en avais, alors ça m'embêtait parce que oui, bon, attendez, j'ai pas trop le temps, bon, en fin de journée, allez, je vous accorde 10 minutes. Là, blacklist, parce que c'est pas possible autrement, aucun laboratoire ne m'a plus jamais contacté. C'est beau ça, c'est comme, ils sont comme, je suis pas complotiste, mais là, il y a vraiment un fait particulier qui est, si c'était un seul laboratoire, on pourrait dire, bah, tiens, il y en a un qui a lu ça, il est peut-être pas content, mais tous. Donc j'ai une sorte de blacklist, quoi. Enfin bon, bref. t'as pas un mois qui se passe sans un article dans Oui, c'est ça. Elle, dans Le Point sur les nouvelles promesses Et c'était il psychédéliques, y a etc. seulement Donc ouais, 14 ans en arrière. Il y a eu vraiment une grosse progression en 10 ans. Hein. ouais. Ah ouais, mais moi je me souviens quand je suis revenu dans ma famille, on m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bah, j'ai bu de l'ayahuasca. Voilà, Ouais, c'est je me ça. souviens des Ouais, regards sur moi comme si vraiment là ouais, j'étais dans c'est une ça. secte. Hein. Mais oui bah écoute justement, enfin le fait encore une fois le fait que ce soit toi qui me donne, enfin qui m'interroge alors que justement t'as fait tout ce travail là en amont que j'essaye Bah, enfin c'est que ça, j'essaye ouais. de poursuivre en fait, enfin à ma manière puisque je suis pas médecin, Mhm. je suis pas psychiatre. J'aimerais bien devenir thérapeute. Enfin, je sais pas si le terme sera adéquat, mais j'aimerais bien devenir. J'essaye d'aller vers le fait de devenir une sorte de gardien professionnel des personnes qui veulent accéder à ces expériences, mais Ouais, ouais. enfin voilà, c'est vraiment chouette Bon, de bah pouvoir en super. parler Moi, avec ça m'a toi, fait quoi. bien plaisir en tout cas ça m'a intéressé tes réponses parce que c'est vrai que je te connaissais pas tant que ça jusqu'à maintenant encore. Donc voilà, je sens mieux et j'espère que les auditeurs aussi, les auditeurs, oui, on dit pas, oui c'est ça, sentiront mieux Oui, c'est voilà ça. d'où tu pars quoi. Bah maintenant vous Voilà. savez qui je suis, vous savez d'où je viens, et donc voilà. Est-ce que t'as envie qu'on dise un mot sur Antea? C'est gentil, merci, mais en fait, c'est juste que, voilà, avec un Québécois, on a mis en place une structure qui est une OBNL au Québec, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif, et qu'on a rassemblé un certain nombre de personnes dans une équipe pédagogique pour commencer à faire on appelle ça pas une formation, parce qu'une vraie formation, ça commence déjà par une formation de psychothérapeute, et ensuite spécialisée dans les psychothérapies assistées en psychédélique, etc. Ça demanderait 5 à 7 ans pour un truc sérieux, pour quelqu'un qui part de rien. Donc là, c'est plutôt pour des gens qui sont déjà soignants, une introduction, un marchepied, un premier credential, comme disent les Anglais, c'est-à-dire c'est quand on a déjà fait ça, on peut peut-être s'inscrire à une autre formation en disant voilà, j'ai déjà cette base-là. Donc donner une bonne base sur les tenants et aboutissants des psychothérapies assistées par psychédéliques. Mais c'est tout. C'est pas une vraie formation qui demanderait beaucoup plus d'années. Là, c'est sous forme de deux modules, un A et un B,
qui permet de donner les bases. Puis après, il y aura des modules de niveau 2 qui parleront de substances et peut-être demander légalement des protocoles pour que les étudiants puissent prendre la substance pour mieux la connaître et pour pouvoir être meilleurs accompagnants. Mais ça sera dans le cadre d'un programme de recherche qui sera accrédité par la société et par le ministère de la Santé, bien entendu. Ça, c'est pour plus tard. Et puis des modules de type 3 qui seront plutôt des indications, par exemple, en fin de vie. Des souffrances anxio-dépressives en fin de vie, comment ça peut apporter quelque chose. Mais ça, c'est tout un programme en développement. Et pour l'instant, ça s'adresse à un petit groupe de gens qui sont soignants et qui veulent commencer à discuter, former un réseau transdisciplinaire pour évoluer là-dedans plus tard, quand ça sera légal. Parce que pour l'instant, c'est pas légal. Donc, on dit bien aux gens, cette information-là, c'est en attente que quelque chose se mette en route. Et si quelque chose se met en route, ça sera forcément encadré par les médecins. C'est-à-dire, même si tu es psychologue ou non psychiatre, non psychologue, il faudra sûrement avoir enfin pas même, si t'es non psychiatre, non psychologue, pardon, il faudra sûrement avoir une ordonnance de médecin pour plus tard faire des PAP, des psychothérapies assistées par psychique, même si t'as été très formé, tu vas pas pouvoir, si t'es ni médecin ni psychologue, le lancer de toi-même. Donc il faudra apprendre à collaborer. Donc ton ambition que tu as, soit il faut que tu deviennes psychothérapeute transpersonnel ou autre, ou psychologue, voilà. Et puis même le mieux, ce serait que tu sois médecin, comme ça tu auras le droit, si ça devient légal, de prescrire toi-même. Mais bon, ça demande des études encore pas possible, quoi. Mais accompagnant, certes, il y aura des accompagnements qui seront ni psychiatres ni psychologues, qui seront sûrement formés à d'autres des formations spécifiques et qui agiront sous contrôle médical, tu vois, qui ne pourront pas prendre l'initiative eux-mêmes de demander un remboursement d'une thérapie qui va être coûteuse quand même, parce que ça prend beaucoup d'heures et c'est une grosse responsabilité, sans que ça passe par les fourches codines, sous les fourches codines du médecin, quoi, ou de son représentant social. Mais voilà, donc voilà, merci de m'avoir laissé parler de ça. Et puis oui, alors ceux qui seraient intéressés, qui seraient déjà dans cette démarche, c'est antea.ca, donc antea c'est ENTEA.ca. Sinon il y a l'AFUS, hein, tu parlais de la page Facebook qui a été créée aussi avec Stéphane Schillinger, hein, parce que Stéphane il est aussi dans les membres de l'équipe pédagogique d'antea.ca. Et on a cette page Facebook AFUS AFUS ça veut dire Association francophone pour l'utilisation spirituelle des entéogènes. Voilà. Donc c'est tout de suite tourné vers la spiritualité, mais pas comme la seule possibilité existante, mais comme pour équilibrer le mouvement un peu plus biologique. Voilà, c'est pour redonner deux jambes sur lesquelles marcher, quoi. Merci pour toutes ces infos. Merci pour cette interview. Et puis, à la prochaine.